je vais vous présenter des photos, là. Est-ce que dans le fond, vous apercevez quelque chose? Parce que si vous ne voyez rien, je ne le montre pas, parce que c'est pas la peine que ceux qui sont devant voient. Alors, je m'adresse aux personnes dans le fond. Vous les voyez? Vous voyez très bien. Alors, donc je peux vous montrer. Là, je vous montre un monsieur, c'est mon père. Il avait 61 ans. Il n'a jamais eu, même pas 61 ans et demi. On l'a tué. Ça, c'est mon neveu. Je ne sais pas l'âge que vous avez, vous. Vous avez quel âge? 13-14 ans. 13-14 ans. Eh bien, lui, il avait 14 ans. Il n'a pas eu... Si, il a eu 15 ans. Mais il n'en a jamais eu 16. On l'a tué. Et là, vous avez 13-14 ans. Eh bien, levez-vous tous. Tous ceux qui ont moins de 15 ans. Levez-vous. Eh bien, non, je demande un peu de silence, parce que ce n'est pas quelque chose de marrant que je vais vous dire. Regardez-vous tous, eh bien, on vous aurait tué. À mon époque, vous auriez été juif. Ne riez pas, mademoiselle, c'est pas gai, parce que malheureusement, il y a eu des jeunes qui avaient votre âge, eh bien, on ne les a pas laissés vivre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient juifs. Alors, vous pouvez vous rasseoir. Mais je trouve que si je dis les chiffres, ça ne veut rien dire. Tandis que quand vous avez vu, toute la classe s'est levée, et bien toute la classe a été tuée. Et voilà, ils ont tué des enfants, ils ont tué des jeunes, parce qu'ils étaient juifs. Un monsieur qui s'appelait Hitler avait la haine des juifs dans la peau. Alors, il est dit que son grand-père était très très sévère. Les adultes, c'est comme les enfants. J'aime pas les voir parler entre eux. Parce que s'il y en a un qui parle, c'est justement si cette personne, j'ai les yeux braqués sur elle, et après ça me gâche tout mon truc. Vous voyez, je suis exigeante. Je suis comme les vedettes. Donc, Hitler déteste les juifs. Alors, il est dit que son grand-père était très très sévère, il était juif, voilà pourquoi il détestait les juifs. Il est dit qu'il avait une nourrice qu'il adorait, du jour au lendemain, elle est partie, parce qu'on n'avait plus besoin d'elle, lui, il en a déduit qu'elle l'avait laissé tomber. Alors bon, voilà encore, on dit ça, en attendant la haine, elle est là, quelquefois, il n'y a pas d'explication, la haine est là, et c'est comme ça. Donc, d'ailleurs, pour ça aussi que je parle. Hein. Donc, il veut tuer tous les juifs d'Europe. Vous me regardez, je vous ai montré le jeune homme? Oui. Voilà, je vous ai montré ce jeune homme. Je vous montre ce petit garçon. Il a 12 ans, il n'a jamais eu 13 ans. C'était mon petit frère, on l'a tué. Vous me regardez là, ils ne m'ont pas tué, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu la chance de survivre. Alors, Hitler voulait tuer tous les juifs d'Europe. Vous nous avez vus, vous avez vu en photo. Est-ce qu'ils ont... Vous, jeune homme, je vous vois... Voilà, vous, là, vous dépassez un peu tout le monde de la tête. Avec vous tournez la tête, là, vous. Alors, quand vous me voyez, est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de normal ou d'anormal? Alors là, c'est vous qui allez me servir, parce que moi, je n'entends pas. Normal. Normal. Le petit jeune homme qui lève la tête, là. Oui, toi. Comment tu me trouves? Normal. Tu pourrais dire Normal. belle. Tu pourrais dire belle. Non, je blague. Il faut quand même un peu blaguer. Hein. Bon, tu me trouves comment? Normal. Normal. Non, d'accord. Et toi, comment tu me trouves? Normal. Normal aussi. Ben, moi aussi, je me trouve normal. Ben, pas pour Hitler. Pour Hitler, j'étais pas normale parce que j'étais juive. Et comme il détestait les juifs, il voulait nous tuer. Alors, comment nous tuer? Comment nous reconnaître alors qu'on est des gens normaux? Alors, en Allemagne, les juifs, on les faisait se promener avec des... je ne sais pas si vous voyez, oui. Alors, avec des écriteaux sur le poitrail qui disaient qu'ils étaient juifs. Dans les vitrines des magasins tenus par les juifs, il y avait des écriteaux qui disaient que le magasin était tenu par un juif. J'ai connu ça, moi, à Paris, en zone occupée. Vous vous rappelez pas?
Est-ce que vous savez qu'il y avait en France, la France a été coupée en deux dès l'occupation allemande? Vous le savez? Non, vous ne savez pas qu'il y avait la zone libre et la zone occupée? Vous ne saviez pas? Oui, ils le savent. Ah bon, ils le savent. Il n'y a pas l'air d'être convaincant. Hein. Donc, en zone occupée, il y avait dans les vitrines, tenues par les Juifs, les panneaux comme ça. En France, ils ne vont pas nous faire partir avec des panneaux sur les poitrails. Ils vont trouver autre chose. On va être obligé d'aller dans les commissariats, se faire recenser. Ça veut dire, on va laisser nos noms, nos adresses, et on va sortir de là avec, sur nos cartes d'identité, un gros tampon, vous le montrez, un gros tampon marqué juif. Je vois un petit jeune homme ou une petite jeune fille, là, oui, vous, jeune homme, voilà. Où est ta carte d'identité quand on a une? Chez moi. Chez lui. Chez vous. Jeune homme là-bas, oui, vous. Où est votre carte d'identité? Dans le portefeuille de ma mère. Dans le portefeuille de sa maman. Très bien. Vous, jeune homme, là, oui. Oui, vous. Sur moi. Alors, où Sur est ta... lui. Bon, eh bien, à mon époque, vous auriez été interrogé, et c'était à longueur de journée qu'on demandait nos papiers. Vous auriez dit à celui qui vous interrogeait, ma carte, c'est maman qui l'a. Ma carte, elle est... Ben, vous étiez en prison. Une carte d'identité, c'est sur soi qu'elle doit être, tout au moins à cette époque. Hein. Donc, on aurait été en prison. Donc, nos cartes d'identité, mais en même temps, Hitler veut nous humilier. Donc, s'il y a le tampon juif sur la carte d'identité et que vous mettez votre carte d'identité dans votre poche, ben vous n'êtes pas humilié. Donc, comme il veut nous humilier, il va nous obliger à porter sur nos vêtements une étoile jaune bordée de noir, à coudre sur les vêtements, côté gauche de nos vêtements, et surtout, ne pas les cacher avec une écharpe, ça serait trop facile. Donc, comme ça, maintenant, tout le monde voit qu'on est juif. Vous allez me dire, vous n'aviez qu'à pas porter la lettre. Oui, ben d'accord. Seulement si tu as comme on est obligé d'avoir la carte d'identité avec nous, si tu montres ta carte d'identité et qu'il y a le tampon juif et que tu n'as pas ton étoile, c'est la prison. Donc, on est obligé de montrer qu'on est juif. Et comme on est obligé de montrer qu'on est juif, il y a des lois qui vont être votées et qui vont empêcher les juifs de vivre, pour ainsi dire. Alors voilà comment c'est les juifs en Allemagne qui se promènent, vous voyez, comme ça. Alors, on va... Donc, tout le monde voit qu'on est juif, et maintenant, on va nous empêcher de travailler, puisque les juifs n'ont plus le droit d'être en contact avec les non-juifs. Alors, ne plus être en contact, ça veut dire quoi? Ben, il y a plein de métiers. Alors, par exemple, les médecins, les chirurgiens, les dentistes, les artistes, les commerçants, plus le droit d'être en contact avec les non-juifs, donc on ne peut plus travailler. Mon père est un petit artisan, il a un petit atelier, il a 2, 3 ouvrières, elles ne sont pas juives, lui il l'est, il n'a plus le droit d'être dans son atelier. Contact juif, non juif. J'ai 2 sœurs qui font les marchés. Jusque-là, derrière leur étalage, elles vendaient à qui s'approchait. Plus de contact, donc elles n'ont plus le droit d'être derrière leur étalage. Il y avait des personnes qui remplaçaient les juifs dans leurs travaux. On les appelait des administrateurs. Je ne sais pas du tout comment ces personnes-là étaient désignées. Est-ce que c'était elles qui demandaient, est-ce qu'on les désignait d'office? Il y avait un... Je ne sais plus comment, il y a des mots qui m'échappent maintenant, les affaires aux affaires juives. Alors c'était peut-être là que ça se décidait, je n'en sais rien. En tout cas, mon père ne peut plus travailler, mes sœurs ne peuvent plus travailler, je pourrais m'inquiéter en me disant, mais alors comment va rentrer l'argent? Mais je suis jeune et insouciante, je suis la petite dernière d'une famille nombreuse, donc on n'a pas du tout le même esprit que si j'avais été l'aînée.
Et pour moi, chouette, papa travaille plus, mes soeurs ne travaillent plus, je pense pas à l'argent. On va pouvoir être ensemble tout le temps, voilà. Au lieu d'avoir peur, au contraire, je trouve. On va vivre comme ça. Alors, jusqu'en 42, on va vivre comme ça. Mon père ne travaillant pas, mes soeurs ne travaillant pas. Je n'ai jamais demandé comment l'argent va rentrer. C'est comme ça. Alors, les personnes qui occupaient les personnes qui ont occupé l'atelier de mon père, les personnes qui ont occupé l'étalage, le marché, les soeurs faisaient des marchés, il y a quelqu'un qui les a remplacés. Comment que ça se passait? Qu'elles indemnisaient les personnes à qui on prenait le travail? Est-ce que j'ai jamais posé de questions et maintenant je devrais en poser parce qu'il y en a quand même qui pourraient me donner des réponses. Ben, dès que j'ai fini de parler, je pense à autre chose et je ne pose pas de questions. Donc, je n'ai pas de réponse. En attendant, on va vivre comme ça jusqu'en 42. En 42, on est à la maison, un monsieur vient nous voir, il travaille à la préfecture de police, il nous montre ses papiers, pas à moi, à mes parents. Il a eu sur son bureau un dossier qui nous concernait. Là, mon père commence un petit peu à s'inquiéter. Commissariat, d'accord, mais la préfecture, c'est déjà un peu loin. On est dénoncé. On est dénoncé pourquoi? Non pas parce que nous sommes juifs, puisque juifs, on s'est fait recenser. Non, on est dénoncé parce qu'on était communistes. Et les nazis, Hitler, a fait très peur des communistes. Pourquoi? Parce que parmi les communistes, il y avait beaucoup de résistants. Qui dit résistant dit sabotage, propagande. Quand il pouvait arrêter un communiste, vous pensez bien, il se gênait pas. Donc ce monsieur nous dit, vous êtes juif et communiste, attention, vous allez être surveillés de très très près. Et il nous conseille de partir en zone libre. En zone libre, les juifs étaient quand même pas surveillés comme ça. D'ailleurs, je pense même pas du tout, parce que en zone libre, j'ai jamais vu sur une vitrine des panneaux qui disaient que l'on était juif. Je n'ai jamais vu des gens avec l'étoile sur leurs vêtements. Donc c'est vrai qu'il y avait moins de surveillance peut-être. Alors lui, il nous conseille de partir. Mon père n'avait pas du tout l'intention de quitter Paris. Mon père était très fier d'être né à Paris. Il avait épousé une femme, elle était devenue française par son mariage, mais elle était arrivée en France très très jeune. Elle était arrivée de Roumanie, elle avait 6-7 ans. Mais il a eu 6 filles. Mais mon père voulait absolument un garçon. Malheureusement, il a eu 6 filles avant d'avoir le garçon. On aurait été 10, on aurait été 15. Il voulait un garçon. Il l'a eu au bout de la 7e. Moi, je suis la petite dernière. Et après moi, enfin, 7 ans après moi, enfin, le garçon tant désiré est arrivé. Ce petit garçon s'appelait Gilbert. Donc on s'est arrêté à 7 enfants. Les 3 aînés de mes sœurs sont mariés avec des jeunes gens qui font la guerre de 39-40. Il y en a même un qui est prisonnier de guerre. Mon père pense que, en tant que Français, avec des enfants qui sont nés en France, avec un gendre qui est prisonnier de guerre, il ne risque rien. Donc nous, on ne bougera pas. Et on ne bouge pas. On ne bouge pas jusqu'en 42, où ce monsieur nous prévient, vous êtes communiste, vous êtes juif. Il pense que si on va en zone libre, ça sera mieux. Donc, pour aller de la zone occupée à la zone libre, c'est comme si c'était 2 pays étrangers. Mademoiselle, je vous vois avec des lunettes, l'arrêt au milieu, vous vous reconnaissez? Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut pour aller d'un pays à un autre, d'après vous? Pardon? Des papiers d'identité. Exact. Comment est notre papier d'identité? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Il y a écrit juif dessus. Voilà. Et cette carte d'identité avec le tampon juif nous interdit de quitter le lieu où on s'est fait recenser. Donc ces cartes d'identité ne nous servent à rien. Au contraire, elles nous nuisent. On va non pas les déchirer, ça laisse des traces, on va les brûler. Et on va faire d'autres papiers. Tant qu'à faire de faire
d'autres papiers, on va choisir des noms de consonance bien françaises. On peut être étranger sans être juif. Mais quand même, dès qu'on a un nom étranger, on vous pose des questions. Eh bien, on ne veut pas qu'on nous pose des questions. Donc, on a des amis non juifs, ils vont nous prêter leur nom et on va faire les papiers à leur nom. Mais surtout, ils vont nous indiquer les endroits où ils ont été baptisés, où ils ont fait leur première communion, où leurs parents se sont mariés. Les églises, ça ne change pas d'adresse, c'est toujours les mêmes. Donc, on a déjà ces faux papiers. Tant qu'à faire, puisqu'on a des faux papiers, on pourrait passer la ligne de démarcation d'une façon très, très régulière. Oui, mais les faux papiers, nous, on les a achetés, on pense qu'ils sont très, très, très bien imités. Mais celui qui va regarder, peut-être que lui va les reconnaître en disant « ça, c'est pas les vrais, c'est pas tout à fait la même couleur, c'est pas tout à fait la même épaisseur de, de papier. » Donc, il vaut mieux ne pas passer d'une façon officielle. Il y a des personnes qui habitaient le long de cette frontière qui observaient les allées et venues des patrouilles, à quelle heure elles passaient, à quelle heure elles partaient, à quel endroit. Et ils en ont fait un métier. Ils sont devenus des passeurs. Il y a des arrière-grands-parents, on pourrait, arrière-arrière-grands-parents même, on pourrait dire, mais dis donc, comment t'es devenu comme ça, aussi puissant aussi... Avant, t'étais un net fermier, t'étais un petit paysan, puis maintenant, je te bats, t'as une grosse ferme, t'as une grosse propriété. Comment que ça se fait? Ben, il ne faut pas leur jeter la pierre. S'ils n'avaient pas été là, comment qu'on aurait fait pour passer la ligne de démarcation? On n'aurait pas pu. Donc, merci messieurs, si vous avez été réguliers. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. Il y a toujours des brebis galeuses et il y en a malheureusement qui ont donné leurs clients. J'ai appris, il y a quelque temps, que souvent il y en a qui ont donné leurs clients, mais parce qu'on avait fait du chantage sur eux. On connaît votre travail, on sait ce que vous faites, on ferme les yeux, mais il faut nous donner vos clients. Est-ce qu'on peut jeter la pierre? Est-ce que nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On n'en sait rien. Alors, donc, on ne peut pas les critiquer. S'ils ont été réguliers, mais vraiment très réguliers, c'est-à-dire pas par chantage, sinon pas donner leurs clients par question d'argent, eh bien, vous avez fait ce qu'il fallait. On ne peut pas leur dire merci parce qu'on a été arrêté à cause d'eux, mais malgré tout, ils ont été quand même des passeurs, certains ont réussi. Donc, mon père ne veut pas qu'on passe tous ensemble. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il ne veut pas que toute la famille soit arrêtée. Il va nous partager en 4 groupes, mais il y aura un point de ralliement. On doit se retrouver à Aix-les-Bains. On s'est tous retrouvés à Aix-les-Bains. Ça veut dire que ça s'est bien passé. Non, ça s'est bien terminé. Mais bien passé pour certains, non. J'ai 2 groupes. Tout ce qui était prévu, très bien, ils sont en zone libre. Un groupe, mon père, ma mère et une sœur, ont rendez-vous avec un cheminot. Ils ont rendez-vous à Lyon. Ils vont prendre le train à Paris, gare de Lyon. Ils vont descendre à Lyon. À Lyon, à la descente du train, normalement, ils doivent trouver un monsieur qui va les prendre en charge et les conduire. Ils arrivent à Lyon, ils descendent du train, ils sont sur le quai. Tous les voyageurs se dirigent vers la sortie. Eux sont là, ils attendent. Personne. Ma mère, quand elle racontait cette histoire, on a attendu des heures. Non, maman, t'exagères. Mon père, ma sœur, non, maman, elle exagère. On a attendu un petit peu, mais on est en tort. On n'a pas le droit d'être là. Et ils restent pendant quelques minutes sur le quai, tout seuls, alors qu'ils n'ont pas le droit. Les quelques minutes, ça représente des heures. Mais en fin de compte, c'était quelques minutes. Ce monsieur avait du retard, il les prend en charge, il les amène. Moi, je suis avec 2 de mes sœurs.
nous, on a rendez-vous à Angoulême, au buffet de la gare. On descend à Angoulême, on se retrouve au buffet de la gare. Dès que le train a quitté la gare, toutes les issues du buffet de la gare sont surveillées. Gendarmes français, gendarmes allemands, contrôle de papier. On a des faux papiers, mais on n'a pas peur, on les montre. Seulement moi, Ginette, j'ai la bêtise d'avoir gardé avec moi une carte de... C'est pas une carte d'identité, c'est une carte de sport. Je fais partie d'un club de sport. Je suis tellement fière d'être de ce club de sport. C'était le Racing Club. Ça m'avait fait mal au cœur de déchirer cette carte, donc je l'avais gardée. J'avoue à mes sœurs que j'ai cette carte avec notre vrai nom. Mon vrai nom, c'est Charkowski. Donc, bah, te casse pas la tête, demande d'aller aux toilettes. C'est ce que je fais. Mais toilettes, allez-y, madame ou mademoiselle. Mais il y a un sentinelle qui va m'accompagner. Naturellement qu'elle ne m'accompagne pas jusque dans les toilettes, mais elle est devant les toilettes. Et si je prends cette carte et si je la déchire, il va entendre. Et j'ai peur. Et donc, je reviens. Et mes sœurs, ça n'a pas marché. Du coup, on a pris cette carte, on l'a déchirée, on l'a mastiquée. Et comment avaler cette petite boule de papier qu'on a dans la bouche maintenant. On n'a pas d'eau. Alors, il y a une dame derrière nous qui a une petite bouteille d'alcool. Cette dame, est-ce qu'elle nous a entendu discuter ou est-ce qu'elle était avec nous? Je ne m'en souviens pas du tout. Mais cette petite bouteille d'alcool qu'elle avait nous a permis de faire glisser cette petite boule de papier qu'on avait dans la bouche. Ça serait maintenant, ce que j'ai bu comme alcool, ça ne me rendrait pas comme j'étais à l'époque. C'est pas que je me saoule, mais je bois quand même un petit peu d'alcool de temps en temps et ça ne me fait absolument rien. Mais là, avec mes sœurs, on n'avait jamais rien bu, même pas une petite goutte de vin. Ça fait que cette petite goutte d'alcool qu'on a bu, ça nous a rendu euphoriques, mais ça nous a rendu service. Quand ils viennent nous voir, vous êtes juive. Ça aurait pu nous inquiéter. Ça y est, ils nous ont reconnus, on aurait pu trembler. Même pas parce qu'on a bu cet alcool qui nous rend euphoriques. Et presque en riant. Mais juive, qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, qu'on n'est pas juive. Et on avait tellement de l'assurance qu'on n'avait pas peur, grâce à l'alcool, parce que sinon on aurait tremblé. Et vous avez qu'à vérifier. Alors vous vous rappelez, baptisez la première communion, on leur cite le nom des églises. Ils nous ont gardés en prison. 2 jours, 3 jours, je ne m'en souviens pas du tout. Et au bout de 2-3 jours, ils nous ont reconvoqués. On a vérifié, vous n'êtes pas juif, mais de toute façon, on n'aurait pas dû vérifier. Rien qu'à votre comportement, on a vu que vous n'étiez pas juive. Vous pensez bien, on vous voit blaguer, on vous voit rire. Mais on blaguait, on riait, parce qu'on était inconsciente. On ne se rendait pas compte de ce qui aurait pu nous arriver. On savait que quand on était juif et qu'on nous arrêtait, c'était pour aller dans un camp de travail. Mais on n'avait pas peur. Qu'est-ce que c'est qu'un camp de travail? On va travailler dur. Et qu'est-ce que c'est qu'un travail dur quand vous êtes ou dactylo, travaux de bureau, ou vendeuse? Eh bien pour moi, travailler dur, c'est travailler dans les champs ou travailler en usine. J'ai pas peur non plus. Il y a des personnes qui, toute leur vie, travaillent dans les champs, travaillent en usine et n'en meurent pas. C'est dur, c'est tout. Donc, notre assurance a fait qu'ils nous ont relâchés au bout de ces 2-3 jours qu'on était en prison. Alors, on est passé par un autre endroit, Chalon-sur-Saône, et là, on a retrouvé le groupe à Aix-les-Bains. Mais Aix-les-Bains, c'est pas le point final. C'était le rassemblement à Aix-les-Bains. Alors, comme on est tous là maintenant, on va partir pour Avignon. Avignon, c'est là que l'on veut aller. Ma sœur aînée a des amis à Avignon. Elle leur a demandé de nous trouver quelque chose. On est une grande famille, on veut être ensemble. Ils vont nous trouver quelque chose, non pas à Avignon même, à côté d'Avignon,
à Montfavet. Un monsieur a une grande propriété, il va nous louer son premier étage. Pendant 3 mois, on va vivre chez ce monsieur. C'est d'ailleurs devenu un hôtel. Allez à Montfavet, à côté d'Avignon, vous verrez cet hôtel. Bon, on va rester 3 mois chez lui et on cherche du travail. Avignon, j'ai 2 sœurs qui sont dactylo. Moi, j'ai fait 1 an d'école commerciale, j'ai mon petit diplôme, j'ai jamais travaillé. Toutes les 3, on cherche du travail à Avignon. C'est pas une ville industrielle, Avignon même, il n'y a rien. Mais on nous conseille d'aller à côté d'Avignon, à Vedel, une grosse entreprise de Paris qui s'appelle Péchinet, a déménagé ses bureaux dès les premiers jours de la déclaration de la guerre. Peut-être que là, vous avez une chance. Naturellement, on va y aller. Le chef du personnel, mes sœurs, oh là là, mais commencez tout de suite, mademoiselle. Du personnel qualifié, on n'en a jamais de trop. Mais vous, mademoiselle, on n'a pas besoin de vous. Vous êtes débutante, vous n'avez jamais travaillé. Excusez-nous, mais on a les nôtres. Est-ce que j'ai la larme à l'œil? Est-ce que j'ai l'air triste? Est-ce que d'un seul coup ce monsieur se dit, il a devant lui 3 jeunes filles qui veulent travailler, peut-être que, oh, il change d'avis. Oh, on va vous garder quand même, mademoiselle. Ça y est, on est 3 à travailler dans les bureaux. Mon père se renseigne dans Avignon, est-ce qu'il y a possibilité de faire les marchés? Mais oui, il y a possibilité, par contre il vous faut une autorisation, ça s'appelle une patente. Quand vous aurez l'autorisation, il vous faut le matériel. Quand vous aurez les 2, ben, il vous faut aussi de la marchandise. Et quand vous aurez les 3, tous les jours de la gare d'Avignon partent des cars pour les villes autour d'Avignon. Je me rappelle que le lundi c'était Cavaillon, le mardi c'était Carpentras, le mercredi Bagnoles, le jeudi Orange, le vendredi je ne me rappelle pas, le samedi je me rappelle que c'était Arles, et le dimanche, si on avait voulu travailler le dimanche, il y avait Avignon. Donc il y a les autorisations, ça y est, on va faire, il a la marchandise, on va faire les marchés. Alors, en allant à droite et à gauche, mon père est tombé sur le maire d'Avignon, ils ont sympathisé, je ne sais pas exactement, et à mes sœurs, il leur a procuré des petits logements, et à nous, une maison, en plein centre d'Avignon, rue Joseph Vernet, une maison qui était vide. Pourquoi qu'elle était vide, je n'en sais rien. Ma mère a beaucoup de goût, un petit coup de rideau par-ci, un petit coup de peinture par-là, et ce qui était froid, et ben maintenant c'est devenu quelque chose de très agréable, très familial. On va vivre rue Joseph Vernet, et on va travailler rue Joseph Vernet. On va travailler jusqu'au 13 mars 1944. Ce jour-là, c'est encore l'hiver cependant, mais on est dans le midi, il fait très beau. Habituellement, même en plein hiver, il y a des jours ensoleillés, mais ils ne chauffent pas, alors que ce jour-là, les rayons du soleil sont chauds. C'est l'heure d'aller déjeuner, je suis avec ma sœur, quand on est 2, celle qui est partie la première la veille, et ben le lendemain, elle partira la seconde. Le 13 mars 1944, on est 3. Une cousine est venue nous rendre visite. Qui va partir la première? Toi, moi, elle, on tire au sort. C'est Ginette qui part la première. Eh bien, Ginette, elle n'a pas envie d'aller déjeuner, parce que Ginette, elle est ronde-garde, elle veut faire du régime, elle n'y arrive pas. Eh bien, ce jour-là, tout est indiqué pour que je reste. Il fait du soleil, il fait beau, à l'heure creuse, il n'y a pas de clients, je vais pouvoir bouquiner, dorer au soleil. Moi, je ne vais pas déjeuner aujourd'hui, prenez ma place. Elles partent, elles vont déjeuner, elles reviennent toutes les 2 en me vantant la qualité du repas. Elles se sont toujours senties responsables. C'est à cause d'elles, à cause de leur appréciation, que je me suis fait arrêter. À force de me dire que c'était peut-être bon et tout, du coup, moi aussi, j'ai envie d'aller voir ce repas qui est si bon. Et j'arrive à la maison. Dans la rue, rien de spécial, ça c'est sûr et certain. Il n'y avait pas de voiture devant l'immeuble.
je rentre, il y a 3 messieurs que je ne connais pas qui sont là. Un sur la droite, il est habillé tout à fait d'une façon normale. Je le vois de dos, je le vois de profil, il n'a pas ouvert la bouche, je ne sais pas qui c'est. Par contre, sur la gauche, là c'est autre chose. 2 messieurs sont là, habillés de manteau de cuir et chapeau de cuir. C'est même pas la peine de demander